Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, ce dimanche pour Info 7. Info 7, c'est le rendez-vous dominical. Nous allons recevoir le président du MLP, Franck Diongo. Avec lui, nous allons analyser, comme à l'accoutumée, c'est la formule, les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec vous, Franck Diongo. Merci, Colette Pugmuto. Je vais commencer d'abord par cette petite incise, parce que j'ai suivi personnellement, comment il s'appelle, le monsieur de Bundu Dia Congo. Le nom m'échappe. Bundu Dia Congo, comment il s'appelle? Nemwanda Nsemi, merci. Il avait cité énormément votre nom en vous proposant un poste dans sa structure. Pourquoi il vous a choisi, vous? Parce que je n'ai pas compris pourquoi il a choisi Franck Diongo. Non, et Paulette Kimoto, laissez-moi vous remercier. Je vous en prie. De l'opportunité que vous nous accordez en nous invitant ce soir dans votre grande émission Info 7, une émission que les Congolais attendent beaucoup à travers la grande télévision Congo Web. L'honorable Nemwanda Nsemi, c'est un combattant avec qui j'ai beaucoup de respect moi personnellement. Et il est vrai que sur le plan du parcours, les Congolais ont identifié Franck Diongo, votre humble serviteur, comme un homme, pas seulement qui est nationaliste, patriote, mais qui se bat pour l'intérêt du pays. Mais il y a trois éléments, ou bien autant d'éléments qui rapprochent l'UDPS, l'MLP et les partis de Bundu Dia Congo. Par exemple, l'élément martyr. Donc, il n'y a que ces trois partis au Congo qui ont perdu les combattants dans les combats de la démocratie. Quand nous enlevons ceux qui ont perdu les gens dans la guerre. Et là, nous nous raconterons beaucoup. Et vous savez que c'est moi qui avais amené le mandat, c'est M. Tshisekedi le père. Et dans la commission de 2007, quand on a tué les gens de Bundu Dia Congo, à l'époque, Vital Kamerhe était dans l'Assemblée nationale. J'étais vice-président de la commission pour enquêter sur les allégations du général le nom viendra. Non, oui, le général Kaloumé. Qui était Denis Kaloumé. Oui, le général Kaloumé. Denis Kaloumé, sur les allégations contre le général, contre le Bundu Dia Congo, contre Nemwanda Nsemi, qui était député à l'époque. Et mon honnêteté, ma sincérité a refusé toutes les corruptions parce qu'on a corrompu le député pour venir mentir. Et j'ai démontré la vérité sur Nemwanda Nsemi et ça l'a beaucoup marqué. Il m'a trouvé un homme honnête. Il m'a trouvé un homme honnête. Mais j'ai reconnu, je suis un légaliste, j'ai reconnu le président Félix Tshisekedi comme le seul président de la République. J'ai reconnu les institutions, bien que mon parti n'a pas participé aux élections. Alors, il était difficile que j'accepte son offre, mais non, ma première ministre, pour faire un gouvernement. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il m'avait déjà révoqué. Il m'avait déjà révoqué, ça me notifie la révocation. Ouais, merci beaucoup. Merci. Mais la note qu'il faut tenir sur le cas de Nemwanda Nsemi, je plaide auprès de toutes les autorités, à commencer par les plans de la République, qu'il ne soit pas arrêté au regard de tout ce qu'il a comme déclaration, mais il est malade, l'État, le régime passé avait pillé sa résidence. Donnant un Nemwanda Nsemi un peu d'argent, c'est l'aider. L'envoyer se soigner à l'extérieur, il est malade, il faut que l'État l'aide. C'est quelqu'un qui a beaucoup combattu au regard de ce qu'il a fait. Il faut vraiment... Il faut l'aider. Il faut l'aider, il faut l'assister. Je plaide pour son assistance. Voilà, le message est vraiment passé. Il faut l'aider. Il faut l'assister financièrement et matériellement. Merci Franck Diongo, le message est passé. Nous allons ouvrir cette Info 7 par un dossier qui fait trembler le monde. C'est le coronavirus aujourd'hui. Nous allons parler du message du ministre de la Santé par rapport à cette maladie qui est déjà dans nos murs. Parce que ce matin déjà, il y aurait 3 cas en République démocratique du Congo. Au Rwanda, on a déjà eu 1 cas. Et au Congo-Brazza aussi, il y a 1 cas. Et ce qui est l'élément clé ou qui... en tout cas, l'élément qui unit ces malades, c'est qu'ils sont venus de l'extérieur de l'Afrique, ils venaient tous d'Europe. D'ailleurs, l'honorable Franck Diongo vient aussi de l'Europe. On se demande s'il n'a pas le coronavirus. Parce que là, les gens se demandent qu'on doit bloquer un peu nos aéroports. C'est une question que je vais poser. Nous allons parler de la panique à l'hôpital sino-congolaise cette semaine. Vous avez suivi. Et la réaction des politiques, évidemment, par rapport à cette maladie, parce que c'est vraiment un grand dossier. Nous allons ouvrir par ça.
La maladie à coronavirus est une maladie infectieuse qui affecte les voies respiratoires. Elle se propage principalement par de gouttelettes respiratoires expulsées par des personnes atteintes de la maladie et qui toussent. Les symptômes les plus courants de Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme. Quelques mesures de protection pour tous pour éviter la contamination. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin après l'avoir appelé et suivez les instructions des autorités sanitaires locales. C'est une attitude insolite que l'on a pu noter ce matin à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ndjili. Un attroupement de médecins, infirmiers, stagiaires et certains malades à quelques mètres de l'hôpital. La plupart avec des bandes de protection ou cache-nez. Non pas pour une quelconque manifestation, mais parce que, redoutant d'accéder dans les installations où a été admis à la veille un cas suspect ou confirmé de coronavirus. La panique s'étendant sur les passants et les vendeurs d'alentour. Les pharmacies ont vu s'écouler leur stock de cache-nez sur lesquels se sont précipitées plusieurs personnes. Dans quelques écoles, rues, les entreprises, pour ne citer que cela, chacun prend soin de se protéger avec un masque ou un cache-nez. Toutefois, en dépit de cette piscose, la chaleur habituelle ne s'est pas atteinte. Les poignées de main, les accolades restent présentes. Les habitants de ces coins viennent, les nez bien protégés, acheter auprès d'un vendeur, lui aussi, les nez bien protégés. Les pains, les beignets ou autres choses non couvertes aussi. Ce qui est étonnant, c'est quand ils s'éloignent de l'hôpital, ils rangent bien leur protection en poche ou en sac, question de l'utiliser prochainement. La question de la controverse qui règne autour du premier cas de coronavirus enregistré à Kinshasa suscite des réactions. Pour Trésor Enanga, il se pose un problème au niveau de la gestion de cette pandémie. Le malheur dans tout ça, c'est le problème de gestion. De gestion de la catastrophe, de gestion des calamités, de gestion des maladies liées à la santé publique. Vous voyez, les personnes habilitées qui ont les mandats de l'État, qui doivent protéger les autres Congolais par rapport à la situation de l'épidémie du coronavirus, ils sont en train d'afficher un tâtonnement au vu et au su de tout le monde. Un tâtonnement qui ne rassure pas les administrés, qui ne rassure pas les citoyens. La gestion de cette maladie, c'est face avec beaucoup de professionnalisme. On ne peut pas prendre des amateurs, des gens qui ont la charge de la question publique, on va les remettre une charge comme gérer les citoyens et ils vont aller dans des tâtonnements qui frisent l'incompétence. Des fois, on se pose la question, est-ce que ces personnes qui sont censées protéger les Congolais ont cette compétence, ont cette capacité de pouvoir nous protéger correctement? S'agissant de la prise en charge du premier cas confirmé à Kinshasa, ce secrétaire exécutif provincial de l'ECD recommande un suivi médical minutieux. Si maladie il y a, et que le sujet, le Congolais habitant en France, estime qu'il n'est pas bien pris en charge, soit qu'on est rapatrié au pays, dans son pays de résidence, soit qu'on le prenne en charge correctement, comme la prise en charge s'est faite par terre en Afrique. Il est de rappeler que c'est depuis le 10 mars dernier que le premier cas de coronavirus était confirmé à Kinshasa par le ministre de la Santé.
Franck Diongo, vous revenez tout droit d'Europe. Et d'ailleurs, on dit que la caractéristique de tous les malades en Afrique, Rwanda, en Afrique subsaharienne, Rwanda, RDC, Congo, Brazza, c'est qu'ils proviennent tous d'un pays étranger. Comment d'abord, en Belgique, là où vous venez, comment chez eux, les préventions contre le coronavirus? Vous avez vécu là-bas quelques temps. Comment ils font là-bas en Belgique? D'abord, j'étais en Europe parce que je devais répondre à une invitation du Parlement européen. Il y a eu sommet Europe, Afrique, et ils ont invité quelques personnalités. C'est vraiment une visite informelle au compte de mon parti. Ok. Alors, au Parlement européen. Au niveau de l'Europe, quand je prends en Belgique, en France et en Italie, quelle est la situation? Commençons par l'Italie. Au niveau de l'Italie, la situation est d'une extrême gravité qu'aujourd'hui, ils appliquent la loi martiale. La population ne peut pas sortir dans les avenues. Wow. En Italie, il n'y a que la... Il y a le confinement. Il n'y a que... Non, interdit. On te voit dans les lieux publics et sur l'avenue, on t'arrête. Donc, il n'y a que l'armée qui peut circuler. Et c'est la Chine qui vient de les aider avec du matériel, des équipements, pour ainsi de contenir l'épidémie. Au niveau de la Belgique, comme en France, ils ont fermé toutes les écoles, primaires, secondaires, universitaires. En Belgique, à Liège par exemple, à l'université de Liège, on a bloqué et les enseignants, parce qu'ils ont eu des cas à l'université. Le fait qu'il y ait des cas positifs à l'université, tout le monde, on a fermé l'université et les professeurs et les enseignants et les étudiants. Tous en quarantaine. Non, ils doivent subir un examen, le test et le traitement. Alors, maintenant, au niveau de la ville de Bruxelles, toute la Belgique donc, avant-hier, une décision est tombée. Les enfants doivent être en congé pendant 3 semaines. Primaire, universitaire, secondaire. On doit fermer les magasins et tous les services. Même dans les hôtels, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de restaurant. Les gens doivent vider même les hôtels. Donc, ils prennent les mesures et les précautions vraiment d'une manière à contenir la maladie. Chez nous, Franck, eux, ils ont des infrastructures et des moyens financiers conséquents. Franck Diongo, d'ailleurs, le président de la République... Et l'Amérique, s'il vous plaît, et l'Amérique a fermé les frontières. Tous les avions qui viennent de l'Europe n'entrent pas. D'ailleurs, le chef de l'État fustigeait aussi la communication du ministre de la Santé. Et maintenant, on se pose la question, pourquoi chez nous, on ne prend pas des mesures... On se demande pourquoi chez nous, on ne prend pas des mesures aussi drastiques. Parce que tous les gens qui reviennent, les 3 cas, ce sont des Congolais ou des étrangers qui revenaient de l'extérieur. Pourquoi chez nous, on ne ferme pas les frontières ou l'aéroport, les frontières pendant une quinzaine de jours? Pourquoi on ne ferme pas les écoles? Pourquoi on ne ferme pas les églises, pour les restaurants et tout pendant au moins 15 jours ou 14 jours, le temps de l'incubation, pour qu'on ait aussi... pour qu'on jugule un peu cette crise, parce qu'on a l'impression que chaque jour, il y a maintenant... de nouveaux cas qui sortent. On a déjà 3 cas ici à Kinshasa. Bon, je crois que la situation est vraiment, il faut gérer avec beaucoup d'intelligence et de tactique. Premièrement, il ne faut pas accroître la psychose. Mais elle est déjà là. Il ne faut pas accroître la psychose. Deuxièmement, il faut gérer avec intelligence et responsabilité. Tout en accroissant pas la psychose, mais tout en gérant avec responsabilité, de sorte qu'il faut contenir, réduire ou empêcher le développement de l'épidémie chez nous. Je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes arrivés hier... Comment ça s'est passé à l'aéroport? À l'aéroport, alors il y a une ambulance que nous avons vue dans le tarmac, et il y a une équipe médicale qui ont un appareil pour tester la température à travers les oreilles. Okay. On veut comme un flash comme ça. Et alors, on vous donne, il y a un papier, on te donne, comme moi par exemple, j'étais 36,6. Okay. Alors, et tu remplis d'où tu viens, ton adresse, ton téléphone, et ils vont faire le suivi par rapport aux origines de là où tu viens. Okay. Alors, au niveau de l'aéroport, il y a un tel service déjà. Je crois que c'est bon par rapport aux précautions. Alors, si tu as une température supérieure à la température normale, allez, on te met dans l'ambulance
pour te mettre en quarantaine. Mais vous avez vu que le cas là, on l'a transféré à l'hôpital sino-congolais et je ne sais pas, vous avez vu comment les gens étaient paniqués. Et pourtant, le ministre de la Santé nous avait dit que le centre se serait vers Kinkole. Mais pourquoi on l'a mis là? Oui, mais exactement, là je soutiens la déclaration de son Excellence, le président de la République, qui a déploré les caractères aggravants et la gestion précipitée et les déclarations qui ont fait peur, qui avaient fait paniquer la population. Je crois que les ministres devaient gérer les dossiers avec beaucoup plus de retenue, beaucoup plus de sagesse pour ne pas faire paniquer l'opinion publique. Le problème le plus important qu'il faudra tenir, c'est que le professeur Mouyembe a donné un élément très important d'information. S'il arrivait que le coronavirus arrive chez nous et se développe, il faut tenir compte des équipements que nous devons avoir pour contenir la maladie, parce que ça se propage plus rapidement qu'Ebola. Donc, il est pas mieux de poser en termes d'argent. Pour moi, donc, je propose qu'il y ait un programme, d'abord de sensibilisation, de conscientisation, de mobilisation de la population, et ces programmes, on doit l'expliquer en toutes les langues nationales. En Swahili, en Kikongo, en Chiluba, en français, et chercher de l'argent déjà, parce que un pays comme l'Italie, qui est essoufflé, demande de l'argent de la France et des autres pays. Franck Diongo, cette histoire de l'argent de l'OMS, nous vivons dans les réseaux sociaux. On a ouï dire que l'OMS avait promis une certaine somme à tout État qui serait atteint par le coronavirus. Je ne connais pas le somme exact, mais ce sont des millions de dollars. Et aujourd'hui, vous avez dit, nous allons parler de sensibilisation et tout ça, mais le peuple aussi dans le déni. Le peuple dit non, c'est faux. Et comment il y a cette coïncidence entre cette proposition de l'OMS est directement un cas de coronavirus en République démocratique. C'est que le ministre Robert Akopunaye pour aller à l'OMS. Vous qui êtes un responsable, un influenceur, le peuple vous écoute. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux cette histoire? Moi, je n'étais pas là, je viens de l'extérieur. Premièrement, je vous ai dit que le ministre a géré les dossiers d'une manière précipitée. Mais cette histoire de 15 millions, vous en avez entendu dire, ou 15 millions ou des millions qu'on alors, deuxième chose, dans tous les cas des épidémies comme ça, il y a toujours l'apport de l'OMS. Il y a d'ailleurs, on était dans l'avion avec un Congolais qu'on a ramené, parce qu'il travaille à l'OMS, on a dit qu'il rentre ici pour voir la situation de son pays. Il est venu des États-Unis. Donc, c'est pour dire que dans tous les cas de figure, même si on n'avait pas parlé, dans tous les cas, l'OMS doit donner quelque chose pour soutenir le pays parce que c'est un fléau. C'est une pandémie aujourd'hui. C'est une pandémie aujourd'hui déclarée par l'OMS. Bref, dans tous les cas de figure, la population ne peut pas dédramatiser, sous-estimer. La menace est réelle. La menace est réelle. Qu'il y ait un cas vrai ou pas, mais nous devons prendre des précautions et des mesures pour contenir cette maladie-là. Et pour contenir cette maladie, la vulgarisation de règles de propriété de l'hygiène, comment se comporter en famille, dans les transports en commun, il faut un programme. Donc, il faut un programme dans les chaînes nationales, dans toutes les télévisions privées, comme le Congo EBC. L'État doit subventionner les médias privés pour expliquer dans toutes les langues. Merci beaucoup. Et prévenir ça. Parce que protéger un peuple, c'est l'informer et le former. Voilà. Nous allons maintenant aller à la présidence de la République. Vous le savez, il y a eu rencontre entre le chef de l'État actuel et le président honoraire Joseph Kabila. Ils ont parlé de beaucoup de sujets et l'un d'eux, c'est évidemment le partage des entreprises publiques. Vous le savez, ils ont décidé de dépolitiser un peu les entreprises publiques. Comme vous le savez, il y a branle-bas dans les partis politiques par rapport au partage des entreprises publiques. Et nous allons suivre aussi cette conférence sur le message contre la haine. Comment réduire les discours incitatifs à la haine et quel rôle les médias doivent-ils jouer dans un pays où règne le pluralisme politique? Voilà les deux thématiques retenues pour la conférence axée sur la lutte contre les discours haineux dans les médias et milieux politiques en RDC. Des assises prévues pour le mois d'avril de cette année. La rencontre de ce jeudi, présidée par le professeur Désiré Kassimire, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et administratives, a rappelé à l'assistance composée des membres du comité préparatoire les objectifs de cette conférence, à savoir
promouvoir la sensibilisation, l'éducation et des initiatives qui militent en faveur d'une cohabitation pacifique des populations de la RDC. Ce, en vue de rencontrer la vision du chef de l'État, celle de restaurer l'État de droit, mais aussi de pacifier le pays. La dite conférence va réunir 200 personnes. Ce jeudi, on prit part à la récente préparatoire, le vice-premier ministre de l'Intérieur, les représentants du ministère des Droits humains, la MONUSCO a été ainsi représentée, le regroupement des ONG citoyennes de défense des droits des journalistes également, sans oublier la délégation générale de Wallonie-Bruxelles. Alors que les forces politiques ont le regard tourné sur la nomination des nouveaux mandataires publics, le coordonnateur de la DCM fustige, lui, le travail de la commission chargée de traiter les dossiers, une commission composée de délégués du FCC et du CACH. Nous demandons au chef de l'État de se réserver à signer les ordonnances sur les mandataires parce que c'est de la poudre aux yeux. Les négociateurs n'ont pas été transparents vis-à-vis du peuple congolais et à son égard aussi. Certains régies aujourd'hui importantes n'ont pas été touchés pour des raisons que les Congolais ne connaissent pas. C'est pourquoi nous, étant politiques, étant avertis, nous avons certaines informations qui font état que les négociateurs veulent induire les chefs en erreur. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, parce qu'il est en train de travailler dans la logique, dans la devise le peuple d'abord, de ne plus signer ces ordonnances et de renvoyer les négociateurs d'aller travailler et lui présenter un travail final pour que les chefs signent. Signer ces ordonnances, c'est renvoyer encore le peuple congolais dans la souffrance. Maître Bazin Pembe s'interroge sur les motivations réelles qui ont milité en faveur d'une dizaine d'entreprises, alors qu'il y en a une soixantaine. Il n'y a pas de la transparence, il y a 65 entreprises, mais ils ont travaillé que sur 10. Et les 10 là, selon certaines informations à notre possession, ça reste à vérifier. Il n'y a pas de la transparence, monsieur les journalistes. Il n'y a pas, c'est de la poudre aux yeux. Les gens veulent tromper les chefs. Ils veulent tromper les chefs dans toutes ces négociations et ils vont les présenter un travail qui n'est pas correct, un travail qui n'est pas sincère. La plupart de ces entreprises présentées comme en faillite sont gérées par les politiques, ce que dénoncent plusieurs organisations de la société civile. Franck Diogo, nous avons suivi la réaction de Maître Bazin Pembe par rapport à la dépolitisation des entreprises publiques. D'ailleurs, les deux présidents ou les deux autorités morales ont parlé lors de leur dernière rencontre. Il faut dépolitiser cela. Pour vous, ce sera une piste de solution pour revitaliser les entreprises publiques aujourd'hui? Non, mais dépolitiser? Il y a d'abord un problème, Paulette Kimoutou. D'abord, les cadres par lesquels cette décision est sortie avant de rentrer dans cette décision pour les Kimoutou. Tenez que nous avons été, ils sont dans un cadre privé. Informel. Les cadres d'abord privés, une rencontre privée pour les Kimoutou, les contenus privés, mais c'est le durcable du président de la République qui donne le compte rendu dans les tweets officiel de la présidence, à la une même. Quel est le problème qui se pose là-bas avant de revenir sur le contenu? Parce qu'il faut voir la vision globale, la forme même. C'est dans ces cadres-là privés qu'on annonce quelque chose qui concerne la gestion de l'État. Parce qu'ici, il y a des éléments sur le plan politique et sur le plan légal. Moi, je suis co-rédacteur de la Constitution et j'ai voté beaucoup de lois de la République. Le FCCE, le CACH, sont des faits privés. Est-ce qu'on peut évaluer en public un accord privé et secret qui n'a jamais été rendu public? C'est incohérent. Deuxième chose, quand vous voyez les éléments de ces contenus-là, quel est le plus grand problème? Ils disent les deux hauts responsables, les deux hautes personnalités. Et les comptes rendus de Vital Kamerhe consacrent le bicéphalisme. Au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Donc,
Vital Kamerhe est-il Durkab du président de la République ou il est le Durkab du nouveau président, l'actuel président et de l'ancien président? Comment un Durkab du président de la République, un officiel, va donner les comptes rendus avec papier en tête de la présidence d'une réunion informelle et privée? On l'a pas envoyé faire ça, parce que c'est lui, après tout, c'est lui le directeur de cabinet. Tout ce qui touche les activités du chef de l'État, c'est lui le cœur du système, c'est lui le directeur de cabinet. Il a peut-être le droit de dire, bon, c'est ça la transparence, ils se sont dit ça, ben moi, en tant que directeur de cabinet, je ne peux rien cacher à la population qui nous a élus, et ben voilà, je vous dis ce qu'ils se sont dit, pour que la rumeur ne fasse pas... Laissez-moi vous dire, au moment où l'opinion publique, dans cette année décrétée par le président de la République, qu'une année d'action, dans les 3 premiers mois, tout le monde a compris que le président de la République a les choses en main et a sémé l'espoir et l'espérance. C'est à ce moment-là que Vital Kamerhe vient consacrer le bicéphalisme. Parce que notez, depuis la Deuxième République, dans l'affaire des 100 jours aussi, ou les projets du président de la République, on a eu ce qu'on n'a jamais vu. On a arrêté le PDG de Sacrificas, on a arrêté le DG de Raobank, on a arrêté le chef de Libanais pour le projet. D'ailleurs, là, j'ai félicité Congo. Vous avez réussi Makelele ici. Vous l'avez posé sur les questions sur les 57 millions. Les 57 millions qui ont été payés 2 fois. Et Congo a été le premier à avoir annoncé ça. Et je vous félicite vous-même. Et le président Chabani Rekor, le président de Congo. Et aujourd'hui, le chef de Libanais est arrêté pour ce projet-là. Pendant qu'on voit des généraux sont en train d'être suspendus, sont en train d'être différés en justice, les plus hauts généraux. Donc, on voit que Fathi, le président de la République, essaie de faire quelque chose pour semer l'espoir. Et c'est au moment où la population arrive à faire confiance au président de la République que son directeur du cabinet va consacrer le bicéphalisme. D'ailleurs, je déjà dit devant vous ici que la démocratie et la dictature ne peut pas faire un mariage sincère. Je vous avais déjà dit, c'est un mariage en apparence. C'est un mariage qui porte les germes des conflits des classes. Ce mariage n'arrivera jamais, à 2023. L'un cherchera à avaler l'autre. Chacun cherchera à gagner et l'emporter sur l'autre. Mais il ne faut pas donner l'impression que les mariages portent à merveille. Et pourtant, il y a des couacs. C'était pas le porte-parole du chef de l'État qui devait prononcer ce... Non, d'abord, laisse-moi vous dire. Je vous ai dit qu'il y a sur le plan légal et sur le plan politique. Revenons mais sur le plan légal. Nous, lorsqu'on a rédigé les lois de la République, certaines lois et la Constitution, les ministres qui occupent des charges d'État, c'est-à-dire un chef politique qui devient ministre, ne peut pas engager son parti. Il ne peut plus présider les réunions de son parti. À combien plus forte raison un président de la République? C'est vrai, je vous ai dit qu'une réunion informelle, une réunion privée dans les cadres privés. Donc on ne pouvait pas rendre compte publiquement comme ça. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais publié cet accord. Donc ici, considérer le président de la République au même titre d'égalité que les sénateurs à vie et signé par son directeur du cabinet, c'est un acte de trahison. C'est une faute grave. Hein. Pas une faute, c'est un acte de trahison que le peuple dénonce ici par la bouche de Franck Diongo. On dénonce ça. C'est vraiment exposer au président de la République, exposer le président de la République pendant que les catholiques, l'opinion publique demandent la rupture de cet accord entre le FCCE et le CAJ, pendant que les membres même de l'UDPS, les membres de l'UDPS et le pays est bloqué, il y a des entraves et on envisage même la dissolution du Parlement. C'est à l'approche de la rentrée parlementaire qu'on veut montrer qu'il n'y a rien, il y a un apaisement. Il n'y a pas un apaisement, il y a entrave. Ça ne marche pas. Est-ce que Vital Kamerhe est en train de jouer un double jeu? Parce qu'aujourd'hui, nous disons la vérité, c'est Congo Web Télévision. Dans les réseaux sociaux et dans l'opinion aujourd'hui, le président de la République apparaît très faible, affaibli, parce que, comme vous avez dit, on a consacré le bicéphalisme au sommet de l'État. Alors aujourd'hui, les gens se posent la question, qui dirige réellement
la République démocratique du Congo. Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi est-il en train de rendre compte à tout bout de champ à Joseph Kabila? Est-ce que c'est Joseph Kabila qui lui donne des injonctions? On ne sait plus très bien, l'opinion est dans un flou artistique, dans un flou vraiment bien entretenu. Alors les gens se demandent à quoi joue Vital Kamerhe, et aujourd'hui si le chef de l'État sort affaibli de cette situation. Vous êtes Franck Diongo, vous êtes l'homme de la vérité. Expliquez à cette population ce qui se passe réellement aujourd'hui. Parce que l'opinion est là, l'opinion a réagi fortement après la publication ou après la lecture de ce communiqué. En tout cas, le monde a besoin, pour les Kimoto, pas seulement d'un franc-parler, mais d'un parler clair et d'un parler vérité. Aujourd'hui, Vital Kamerhe travaille pour couler politiquement Félix Tshisekedi, c'est clair. Un directeur du cabinet ne peut pas poser cet acte en ce sens-là et en ces termes. D'ailleurs, s'il fallait aller sur le plan politique, même s'ils n'ont pas rendu public les raccords, mais c'est Kabound et Némi qui devaient évaluer, même à l'informel, ou rendre public. Mais comment un président de la République en fonction, avec un sénateur à vie, on les traite d'égalité, alors que la loi interdit qu'un ministre s'occupe des questions politiques et privées de son parti. Et à combien plus forte raison le président de la République? Mais Vital Kamerhe, qui est un parlementaire, il était président de l'Assemblée nationale. Consciemment, il sait qu'il a posé un acte de trahison qui affaiblit Félix Tshisekedi. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la manière de procéder affaiblit les régimes de démocratie. Parce que dans un régime de démocratie, c'est la loi et les constitutions, la constitution de la République qui prime. Mais ici, ils ont relégué les lois de la République et la constitution au second degré. Donc, on n'est plus. Donc, ces comportements risquent de faire vider toute la substance d'un régime de démocratie. Donc, il faut dénoncer et ça doit s'arrêter. Donc, c'est un acte qui prouve encore en suffisance les gens qui réclament le départ de Vital Kamerhe. C'est un acte de haute trahison par rapport à la loyauté qu'il doit avoir envers le chef de l'État. Donc ici, s'il faut vous répondre clairement, il y a un président de la République, Félix Tshisekedi, qui dirige. Il n'y en a pas deux. Hein? Il n'y a pas deux présidents. Il ne faut pas confondre quand on est bon, on est lent à être faible. On a dit qu'il ne touchera pas à la justice. Aujourd'hui, il a remplacé le premier président de la Cour de cassation. Il a remplacé le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près de la Cour de cassation, ainsi de suite. Même à la Cour constitutionnelle. Il a suspendu, je vous ai dit ici, des généraux puissants, que son âme repose en paix. Le général Delphin Kaïmbe a été suspendu et auditionné. Le général Mondos, le tout-puissant à l'Est, suspendu, auditionné, transféré en justice. Le général Fall, qui est commandant de la 3e zone de défense, suspendu, déféré en justice. Donc ce n'est pas une marionnette telle qu'on veut le faire, une marionnette qui va agir comme ça. Je vous confirme et que le président doit être rassuré que Félix Tshisekedi ne trahira jamais le peuple congolais et ne permettra plus que Kabila revienne au pouvoir. Il n'est pas faible, il est bon. Il est trahi par son directeur du cabinet. Et par son entourage. Et par son entourage. Il doit revoir son cabinet également. C'est ça la question que j'allais poser. La population. Il doit revoir son cabinet également. La population réduire les nombres et revoir, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que moi, c'est la question que se pose la population. Changer son cabinet politique. Nous avons combattu pour des valeurs et des principes. Je venais de vous dire ici, quand on m'avait posé la question sur Nemanda Semi, Franck Diongo a perdu beaucoup de gens, vous tous, vous êtes témoins. J'étais les policiers qui étaient arrêtés par les 3 présidents, par les gardes républicaines. À l'époque de Maréchal Mobutu, à l'époque de Kabila le père, à l'époque de Kabila le fils. Donc nous, on n'a pas sacrifié notre vie pour qu'on blague avec le respect de texte. Tshisekedi le père, il nous enseignait le respect de texte. Le président Félix Tshisekedi est dans la ligne du peuple d'abord. Mais s'il y a son entourage, que ce soit membre de l'UDPS, que ce soit un partenaire politique, qui s'inscrira dans la logique de combattre la philosophie du peuple d'abord, Félix Tshisekedi a le devoir de s'éloigner de lui. Donc l'accord FCC-Cash ne remplace pas les lois de la République. Dès quand je reviens sur l'histoire de l'entreprise, la dépolitisation, donc le contenu n'est pas vrai. Regarde les éléments qui sont dans le compte rendu de Vital. Prenons le cas de la dépolitisation des entreprises. S'il fallait dépolitiser les entreprises, telles que tout le monde réclame, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Il n'y a pas de partage entre les FCC. Enfin, exactement. On doit faire, on recrute un bureau international, on dépose les CV et les Congolais postulent et font un test. C'est ça la dépolitisation. On ne peut pas dire, nous partageons, on dépolitise. Ça n'a pas un sens. Deuxième élément. Lorsque vous analysez, il y a même un élément qu'on a dit, on dénonce les entraves que les gens du FCC ont connues dans les frontières. Exactement. Prenons les cas. Alors donc, lorsque la 2GEM contrôle un citoyen ou une citoyenne qui n'a pas de documents légaux pour entrer, pour sortir, donc on doit les laisser circuler comme on traverse une rue normale, comme si on ne traversait pas la frontière. Donc là, est-ce qu'on les a interpellés? Alors, quand on interpelle Kalev, qui sort avec un passeport diplomatique qui n'avait plus qualité, on arrache les premiers passeports, il y fait faire un autre passeport frauduleux en se faisant passer pour un conseiller au cabinet du Premier ministre et qu'on arrache les deuxièmes passeports, on l'interdit de voyager, on les soupçonne de vouloir renverser le chef de l'État par un coup d'État. Donc, parce qu'il est du FCC, on ne peut pas l'interpeller. Alors, toutes les autres personnes qui ont été interpellées par la DGM, est-ce qu'on les a interpellées parce qu'ils ont du FCC? Et on doit mettre ça. Donc, Vital voudrait établir un régime de discrimination. Donc, les gens du FCC sont au-dessus de la loi. Tous les autres Congolais sont dans la loi. Donc, la loi contre les autres, non pas pour contre, nous. non contre. Tu comprends? Et puis maintenant, mais dans les mêmes PV, pour montrer le caractère tendancieux du rapport, ils ne dénoncent pas les entraves contre l'exécution du décision du chef de l'État. Ils ne dénoncent pas la plénière pour outrager le chef de l'État par Mabunda, l'honorable Mabunda, les injures contre le chef de l'État. Ça, il n'a pas dénoncé. Il ne dénonce pas. Il ne dénonce pas les entraves. Donc, tout ce qui humilie le président, il ne dénonce pas. Est-ce que celui-là est un directeur du cabinet? C'est un fin politique. Est-ce que c'est un directeur du cabinet? Il est en train de miser pour 2023 déjà, Vital Kamerhe. Non, il veut aussi être président. Pas seulement viser pour 2023. Il veut être président aussi. Organiser que la population puisse avoir un désaveu massif contre Félix. Parce qu'on rejette Félix. Exactement. Qu'on rejette le président de la République. C'est tout simplement, c'est ça le schéma. Donc, si tu vois bien la déclaration, les comptes rendus, là vraiment, on a eu Vital les mains dans les sacs. Il est en coalition avec l'ancien président contre Félix. Nous allons continuer d'ailleurs dans le même sens. Nous allons suivre l'inauguration par le président de la République du centre de radiothérapie du centre Nganda. Suzanne et Stan, ce centre de radiothérapie de Kinshasa a été inauguré ce dimanche par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au centre hospitalier Nganda. Une initiative privée d'un Congolais, Dr Soulou Maseb. Ce nouveau centre équipé de matériel médical ultramoderne permet de traiter le cancer par irradiation et rayonnement. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo, a dans son allocution salué cette initiative. Pour donner la chance à chaque Congolais d'accéder aux services et soins de santé de qualité sans se ruiner financièrement. Le ministère de la Santé, dont j'ai la charge, ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État dans le cadre des initiatives visant à accélérer le progrès vers la couverture santé universelle. C'est pourquoi, dans le cadre de la lutte contre les maladies cancéreuses, nous avons signé un protocole d'accord avec l'université de Delberg d'Allemagne pour la construction d'un centre régional de traitement de cancer en RDC. Au ministère de la Santé, sous mon impulsion, nous comptons signer un autre protocole d'accord avec la Fondation Roche pour la prise en charge holistique à coût réduit des cancers dans un futur très proche. Nous osons croire que le centre de radiothérapie de Kinshasa soulagera le mot de notre peuple. Puis le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban symbolique. Ensuite, le président de la République a visité différents locaux de ce centre, notamment la salle des scanners et des simulations, la salle d'accélération et autres. À noter que c'est pour la première fois que la RDC puisse se doter d'un centre de radiothérapie.
Franck Diongo, votre lecture par rapport à ce regain d'amitié, de fraternité avec le peuple juif. Aujourd'hui, nous avons suivi, le chef de l'État l'avait dit, d'ailleurs, lors de son discours aux États-Unis, devant la tribune de cette association de lobby juif, que c'est qui bénira Israël, AIPAC, voilà, celui qui bénira Israël sera béni aussi. Donc, pour vous, c'est une bénédiction pour nous, comment dire, c'est une bénédiction pour nous, la façon dont aujourd'hui on a renoué les relations avec Israël. Oui, mais d'ailleurs, je tiens personnellement à féliciter le président de la République d'avoir décidé d'abord la réconciliation entre la RDC et Israël et tous les projets qui vont en suivre. L'ouverture de l'ambassade du Congo en Israël et l'ambassade d'Israël au Congo en termes de normalisation de relations sur le plan diplomatique. Depuis le maréchal Mobutu avait rompu. Et d'ailleurs, là, également, depuis maréchal Mobutu, Mouzé Kabila, Kabila fils, 1+4 jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de relations diplomatiques avec Israël. Donc, le fait que le président de la République amène une politique de réconciliation, c'est une ligne de démarcation avec l'ancien président. C'est vrai que les Congolais aiment mieux savoir l'impact dans son quotidien. C'est vrai, les gens disent aussi le plan diplomatique, c'est vrai, mais quel est l'impact dans la vie réelle du Congolais lambda, du Congolais de tous les jours, cette réconciliation? Donc, avant d'aller dans la réconciliation, voilà ce que je vous disais même dans les cas de la réunion entre le président Kabila et le président Félix Tshisekedi et le sénateur Ravi M. Kabila. Ils n'ont pas traité de la misère de la population. Ils n'ont pas traité les questions d'intérêt général. Ils n'ont pas traité les questions de gestion du pays. Donc, c'était un problème privé. Parce que s'il y avait un problème du pays tel que vous soulevez la hausse des prix, pouvoir d'achat. C'est ça, les gens se sont posé la question. Pourquoi ils n'ont jamais parlé de ça? On devait évaluer la coalition au gouvernement. Là, c'est un gouvernement qui devait évaluer. Si c'est les options politiques, c'est Kabound et DMI. Donc, pour revenir, qu'est-ce que la population gagne? Exactement. D'abord, sur le plan spirituel, moi je suis un chrétien catholique. Sur le plan spirituel, celui qui bénit Israël est béni. Est-ce que saviez-vous que les États-Unis, la première puissance mondiale, l'Europe, l'Allemagne, la première puissance de l'Europe, l'Allemagne, la première puissance de l'Europe, les États-Unis, la première puissance du monde, les deux pays qui sont les pays les plus puissants donnent leur dîme à Israël. En termes d'argent, les pays donnent la dîme à Israël. Donc, c'est réconcilier à Israël, c'est une mission spirituelle et divine, et vous savez les retombées lorsque Dieu vous bénit. Exactement. Donc ça c'est sur le plan spirituel. Sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la technologie, sur le plan militaire, vous savez les rôles que les juifs jouent à travers le monde. Les lobbies juifs, ce sont des lobbies importants. Ils peuvent aider le pays à aller de l'avant. Nous avons besoin d'un pays qui doit être mis en valeur. Saviez-vous que lorsque le roi Léopold II a eu le Congo à l'époque de l'État indépendant du Congo, les banques juives ont financé la constitution du Congo. Et parmi les créanciers, y compris les amis juifs du roi. Donc nous avons besoin vraiment de nous réconcilier. On a beaucoup d'intérêt. Comparaison, que ça soit dans le passé ou dans le futur. Comparaison n'étant pas raison, comme on dit, nous nous finons un peu dans le passé. Nous nous rappelons que le président honoraire Joseph Kabila, à son époque, avait inauguré l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Et nous avons vu la levée, le tollé que cela avait soulevé, comment le président de la République peut... dans le monde à Lingala, et tout ça, c'était à l'époque, c'était les 5 chantiers. Et comment on peut faire ce raccordement frauduleux, comme le dit si bien Harold Badibanga, entre les 5 chantiers de l'hôpital de Mutombo Dikembe. Et aujourd'hui, le président Antoine Tshisekedi, pardon, oui, c'est Antoine, c'est Félix, pardon, Félix Antoine Tshisekedi fait la même chose, a démêlé un projet à Soulou par rapport à ses 100 jours, par rapport à son autre projet de société. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même politique de dire, bon, c'est un privé qui a fait quelque chose, l'État le soutient. Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas une honte pour notre État d'être incapable d'avoir un centre de radiothérapie aujourd'hui? Comment l'État congolais peut ne pas avoir ça dans ses hôpitaux, genre Mamaïmo, genre Nganyema, genre ailleurs? Comment nous n'avons pas? Et c'est un privé qui le fait. D'abord, on a félicité Dr Silou. Soulou. Soulou. On a félicité Dr Soulou pour la capacité naïe
il y a qu'au Salisa Banamboka. Même si les gens n'iront pas gratuitement, mais ça coûtera moins cher aller en Europe, le séjour en Afrique du Sud ou en Inde, mais qu'au Salango Awa. Je crois que il y a des démarcations entre Ndenge M. Kabila à Kende Kipona, hôpital Oanaya, comment on appelle ça? Diamba Marie Mutombo. Les propriétaires, c'était Mutomodi Kembe. Mutomodi Kembe et Oyo, président Félix Ake Kende. Il y a Liboso d'abord. À ce temps-là, Mutatonginda Konaï, écoute, na 5 chantiers, Batakabila Bakeko inauguré. Donc, écoute, on a encore 5 chantiers, mais l'État paie ça de l'autre côté. Et là, on était dans le cadre des campagnes électorales, en prévision des élections. Ah oui, ouais? Je vois pas très bien. En prévision des élections, il y a une dividende électorale. Mais ici, c'est encourager un Congolais qui a fait quelque chose de spécial. Il n'y a aucun enjeu politique. Les élections, c'est dans 4 ans. Donc, enjeu politique et mon code dividende, mon politique est exact. Mais là, il y avait dividende politique. On incluait tous les programmes de privés au programme à président. Alors qu'ils ne les finançaient pas à 5 chantiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous en avez raison, Maman Paulette. C'est une honte pour notre pays que tous en a moyen, tous en a volonté de, il y a coéquipé. Plutôt na biso de sorte que soignons et ça les makana Congo. Au Canada par exemple, na Canada, vous voyez que l'éducation et la santé ils ont à 70%. Donc l'éducation à 40% du budget et la santé à 30% du budget. Donc 70, tous les autres domaines ils ont et Kabuli 30%, mais 70% l'éducation et la santé. Mais pas na biso, l'éducation et la santé ils ont l'échec. Même na bijo na biso kota là, même tous les secteurs et botaka mbongo ils ont comme agriculture au moins il comme ke ba pesa ngo kuna. Donc c'est pour dire que aux en a raison, ils ont sonné que un privé appelle ça l'état et leçon. Je vois qu'ils ont bien continué pesa ke kota là pour bazo leçon pour basa na Congo mobimba ba imiter niki privé na ça. Il est vrai qu'il y a aussi les partenariats privés état qui existent à travers le monde. Revenons un peu parce que nous avons un peu de temps dans ces dossiers. Nous revenons un peu à Vital Kamerhe. Il y a un internaute qui m'a dit de vous poser cette question, Franck Diongo. S'il était établi que Vital Kamerhe soit coupable, parce que son nom est cité dans beaucoup de dossiers. Est-ce que le chef de l'État peut-il livrer son directeur de cabinet? C'est la question que tout le monde se pose. Vous avez dit que le président... Il y a même sur le plan parlementaire aussi. Voilà, donc est-ce qu'il sera capable de le livrer, de dire, bon, c'est la justice, hein, je me lave les mains, c'est la justice congolaise. Il est quand même son directeur de cabinet. Ils ont un deal ensemble. Non, laissez-moi vous dire que je ne vois pas un fils Tshisekedi aller au-delà du respect du texte et le violer. C'est-à-dire que le fils Tshisekedi va livrer son DURCAB dans les cas où les éléments de pression sont établis. Deux éléments. Est-ce que saviez-vous que toutes les arrestations dont nous venons d'épingler ici, pendant le régime de M. Kabila, il n'a jamais arrêté des gros poissons comme ça. Jamais. Le numéro 1 des banques, la plus grande des banques du Congo, vous l'arrêtez. Les généraux les plus puissants, vous les arrêtez. Les tout puissants Calais, vous l'arrachez les téléphones. Non. Vous l'interdisez de voyager. Non. Ici, les tout puissants Kitoko, premier président de la Cour de cassation, vous les faites partir. Les tout puissants Gabang et Numbi, vous les faites partir. Il faut noter ici que Félix Tshisekedi a la volonté de faire quelque chose dans l'intérêt du pays. Par rapport à son directeur du cabinet, sur le plan de la justice d'abord et sur le plan parlementaire, parce qu'il y a des députés qui posent des questions par écrit à Vital Kamerhe. Peut-il les répondre ou pas? D'abord, sur le plan de la procédure judiciaire. Le directeur du cabinet n'a pas d'immunité. Il n'a pas d'immunité. Sur le plan de la procédure judiciaire, à tout moment, la justice peut le saisir. Il est vrai que c'est un directeur comme chef de l'État, on peut demander l'avis du président. Mais dans les enquêtes en question, ici, saviez-vous que c'est au Conseil des ministres, c'est le président de la République qui a demandé au ministre de la Justice de saisir la justice pour les comptes du gouvernement. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas l'initiative privée du ministre de la Justice. C'est l'ordre du chef de l'État, le magistrat suprême. Il faut que les gens soient informés. Donc, toutes les arrestations ici, là. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer que pour le président de la République, l'enquête doit aller jusqu'au bout des ongles. Et on doit arrêter tout le monde. Accordez-moi une minute. On dit que et puis que la justice aussi n'arrive pas à faire
une justice de spectacle. Exactement. Sans arriver, la population a besoin d'un procès public de toutes ces personnes arrêtées et qu'ils aient les moyens de défense. On dit que ces gens-là, toutes les personnes impliquées comparaissent. Merci. On dit que ces gens-là, qu'ils soient gros poissons ou petits, ne sont que des fusibles. Parce que le véritable instigateur est connu et on ne veut pas le livrer. Ces gens-là, c'est pour cacher en fait le vrai instigateur, et le vrai instigateur est connu. Donc ce sont des fusibles qu'on veut faire sauter pour protéger le réel instigateur. Bon, je donne un exemple. Si tu es PDG d'une banque, tu vois la crédibilité de la banque, des clients, et que vous voulez être sacrifié pour couvrir les autres. C'est votre problème. La banque peut tomber en faillite. Les Libanais est le chef de tous les Libanais, chef des entreprises. Vous voulez couvrir, vous ne dites pas la vérité, mais vous allez condamner. Par rapport au président de la République, je dois vous rassurer, il n'y a personne qui sera couvert, que ce soit de sa famille, famille biologique, famille politique. C'est un homme qui veut la transparence du pays. D'ailleurs, saviez-vous qu'il a même exigé qu'on puisse faire l'audit de la gestion de son propre cabinet? Ça n'a jamais eu lieu depuis que le Congo existe. Donc il a besoin d'une transparence. S'il était dans la mafia, je ne suis pas son docteur de conscience, il n'aurait pas demandé cette sorte d'audit dans ses cabinets, et puis il n'aurait pas fait autoriser qu'il y ait les poursuites judiciaires. Sur le plan parlementaire, donc tu comprends que si les parquets trouvent utile convoquer les membres du cabinet de la présidence, les membres de la famille biologique du président de la République, je ne vais pas féliciter, il fait les entraves. Il a rassuré, garanti tous les procureurs que aller jusqu'au bout, et vous avez l'appui et le soutien du président. On doit démontrer qu'on a une autre justice. Exactement. Sur le plan parlementaire, c'est votre indulgence. Sur le plan parlementaire, j'ai auditionné Béassikou, un directeur du cabinet en fonction, dans une commission d'enquête parlementaire. Là, Jeannette Kabila était dans cette commission-là. C'est-à-dire, même une commission d'enquête parlementaire, le directeur du cabinet chef de l'État peut être convoqué, être auditionné au Parlement pour toute question autre que les questions, bien entendu, de la gestion administrative et financière du cabinet du président de la République. Par exemple, dans les dossiers de 100 jours, où le directeur du cabinet chef de l'État s'est placé, s'est mis dans une situation lui-même indélicate, de sorte que il a suspendu tous les paiements. Vous vous rappelez, il fallait l'autorisation du président de la République. Il fallait l'autorisation de la présidente de la République. Donc, il s'est placé dans une position d'un comptable d'État. Il doit être contrôlé et sanctionné comme un comptable d'État parce qu'il était l'ordonnateur. Nous allons continuer, nous allons aller dans les ministères, nous allons parler encore de ce dossier de l'EPST qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons avoir la réaction du député Tony Mwamba et évidemment nous allons suivre la descente du ministre de Développement Rural sur la route de Kingakati. C'est cette route qui mène vers Kingakati, village Nga, quartier Habitat, commune de Maluku, qui a été stabilisée en 2014 par la société Polyasfatec. Une stabilité sur un tronçon de 10 km avec une couche rechargée d'enrobés d'asphalte. Les travaux réalisés avec la même technologie ont connu une dégradation seulement sur le test fait sur 120 mètres. Mais la couche d'asphalte résiste encore. Un test réussi, explique le responsable de la société Poly. Nous avons stabilisé le sol in situ, le sol en place, qui présentait les caractéristiques très faibles. Que souvent, quand on construit les routes, on fait les apports de matériaux. Mais nous ici, nous avons utilisé le sol en place et nous avons fait le revêtement. Le résultat est tel qu'il est là. Depuis 2014 septembre, la route tient. Après avoir reçu toutes les explications, le ministre Guy Koulou a donné son appréciation. Au lieu de refaire chaque fois de route, je pense que nous sommes à la recherche d'une technologie qui peut nous permettre de stabiliser des routes pour de longues durées. Au lieu que chaque année nous soyons là pour recommencer les routes, tout et surtout les traitements de points chauds. Là, on vient de voir une expérience qu'ils ont réalisée ici. Et nous allons essayer de voir où nous pouvons faire à un autre endroit dans les milieux ruraux un autre essai pour voir si c'est concluant et proposer cette technologie ou cette solution pour tout ce qui va
être comme projet ou travaux de réhabilitation ou de construction de routes de dessert agricole. Guy Mikulu aurait trouvé la technologie qu'il faut pour stabiliser les routes des desserts agricoles. Son but est de permettre l'écoulement rapide des produits agricoles vers les centres de consommation. C'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas un conflit comme on le voit des fois dans les réseaux sociaux. Tony Mwaba contre Willy Bakonga. L'agitation a pris des ailes tout juste après la dénonciation par les députés de faits et décisions, à même d'énerver la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases auprès du procureur général de la République. Quoi qu'il en soit, Tony Mwaba tient à obtenir gain de cause dans les dossiers, vu la gravité des faits. Le ministre a pris un arrêté pour créer 10 provinces éducationnelles qui ramène le nombre de 48 à 58. Ça vient alourdir le budget qui est alloué à la gratuité de l'enseignement. Mais au CECOPE, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, toutes les personnes qui œuvrent au sein du CECOPE touchent des salaires, on peut me dire 4 fois supérieurs à celui qui enseigne réellement sur terrain. Pourquoi créer d'autres provinces éducationnelles? C'est pour trouver des places pour caser les membres de certains partis politiques. Ce que je dis, j'assume parce que j'ai des informations. À ce jour, quand on a lancé la gratuité de l'enseignement, il y avait 68 000 nouvelles unités qui étaient connues officiellement. Alors, on est allé de 68 000 à plus de 500 000 nouvelles unités. Alors, vous voyez le nombre de nouvelles unités qu'on a ajoutées, multiplié par leur salaire, je peux vous assurer qu'il est difficile de réussir la gratuité dans ces conditions. Et pourtant, je peux même prendre le risque de l'affirmer, que si on peut assainir ce secteur, rien qu'avec nos propres ressources, sans attendre les bailleurs de fonds, nous pouvons financer la gratuité nous-mêmes. En guise de recommandations, les députés nationaux disent solliciter auprès du Premier ministre une commission d'enquête interinstitutionnelle qui devra suivre les dossiers avant tout assainissement du secteur. Franck Diongo, nous avons suivi le député national Tony Mwaba. Les chiffres sont ahurissants. Nous sommes passés, selon lui, de 68 000 nouvelles unités à plus de 500 000 nouvelles unités. Pour lui, c'est une façon qu'a trouvé le ministre Willy Bakonga pour caser les membres de certains partis politiques et faire échouer. Moi, je le dis parce qu'en analysant comme ça, ce n'est pas une façon de faire échouer la gratuité de l'enseignement. On n'y comprend plus rien. Non, mais au contraire, il faut donner raison à Franck Diongo. Je vous avais déjà dit que le mariage FCC-CAJ est porteur de germes de clash et de conflits. Il y a des entraves par tous les ministres, presque tous les ministres du FCC. Vous avez vu du côté du ministre des Finances. Le ministre des Finances a publié un document interne appelé plan de trésorerie. On n'a jamais fait un plan de trésorerie pour une année. Tous les spécialistes savent. Un plan de trésorerie depuis que vous êtes né. Maman Paulette, vous avez déjà vu un ministre des Finances publier un plan de trésorerie depuis que vous êtes au Congo ici? C'est la première fois. Ils ont raté. Et pourquoi il a fait ça? C'est d'ailleurs ça la question que les gens se sont posés. Ça c'est la première chose. C'est donner l'image toujours que le budget est utopique. On ne peut pas réaliser les 11 milliards de budget de l'État, de sorte que tous les projets qui sont dans le budget, on va revoir les projets, les dépenses par des conséquences, l'argent ira dans les frais de fonctionnement des institutions, et pour les projets qui vont donner des réponses à la population, vous n'aurez rien. La police va se soulever contre le président de la République. Donc le schéma là, du ministère des Finances, c'est encore un acte contre les présidents. Tout ça, ce sont des entraves. Hein, ce sont la même chose que vous avez vu, au lieu que la présidente de l'Assemblée nationale interpelle le ministre indélicat qui n'exécute pas les ordonnances du président, elle a trouvé le temps de recadrer le président de la République et donner des leçons de morale au président de la République et menacer le président de la République s'il arrivait à dissoudre le Parlement et on va l'accuser de haute trahison. Alors qu'en droit, il y a un droit, que ce soit en droit parlementaire, droit constitutionnel et autres, l'ordonnance est portant dissolution
de l'Assemblée nationale ne peut pas être traduit en justice. Le président ne peut pas être traduit en justice. C'est impossible. C'est par pure ignorance ou de la mauvaise foi ou de l'inexpérience. Il est vrai que Mme Mabunda est à son premier mandat. Peut-être elle a un problème de lacune là-dessus. Donc, même s'il arrive aujourd'hui que le président dissout l'Assemblée nationale, il n'y a aucun moyen de le traduire en justice. Il n'y a aucun moyen. Et je mets en défi tous les spécialistes. 10 nouvelles provinces éducationnelles. C'est pour vous dire que pour amener la question de l'éducation, pour alourdir le budget, la question de l'éducation, ils sont en train de vous démontrer comment le mariage FCC Cash ne marche pas et que la population a besoin qu'il y ait la dissolution. Mais le président lui-même n'en veut pas. C'est ça aussi le problème. Le président Fachi lui-même ne veut pas de ce divorce. Quels sont les actes qu'il a posés qui vous montrent qu'il ne veut pas? C'est-à-dire qu'il renonce au testament de son père, du peuple d'abord. Parce que je vous ai dit que dans ces mariages ici, d'abord, ils n'arriveront jamais, comme quelqu'un qui étudie l'histoire politique du Congo, chercher sur la question congolaise, au regard des nombres d'entraves, les mariages n'arriveront pas en 2023. L'un cherche à remporter sur l'autre. Et alors, le président de la République, qui a l'appui de la population a besoin de l'appuyer et qui se démarque avec M. Kabila, qu'il casse l'alliance et qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir une nouvelle majorité et gérer bien et éviter tous ces cas d'entrave. Comment on prévoit, à supposer que les chiffres sont vrais, j'ai mis au conditionnel, comment dans les programmes 68 millions et un ministre met 500 000. 68 000 nouvelles unités. 68 000 et on va à 500 000. Ce sont des entraves. Donc c'est la logique générale, les entraves pour que Félix soit chassé par la population. Est-ce que va-t-il accepter? Parce que si Félix, le président Félix, ne suit pas la ligne de son père, des peuples d'abord, c'est-à-dire il accepte de démolir les combats de son père, et il accepte d'être vomi par la population et être chassé par la population. Je ne vois pas quelqu'un, même vous-même, Madame Paulette, vous n'allez pas travailler contre vous-même. Je vois le président de la République va surmonter tous ces pièges-là et construire l'espoir et l'espérance du peuple congolais. Je vois que le peuple congolais comprend et même la communauté internationale a compris que les entraves que le président Félix a, c'est M. Kabila et les gens du FCC qui ne veulent pas la rupture du Congo. Et je crois qu'il a l'appui du peuple congolais et de la communauté internationale. Donc je crois que tout ça, les peuples voient et le monde est pris en témoin. Nous avons quand même suivi... C'est la mauvaise foi en fait. Nous avons suivi Guy Mekulu qui a fait ce test-là de stabilité par rapport aux routes de dessert agricole. Il a essayé, il a fait le test à Kingakati. Il veut stabiliser les routes de dessert agricole pendant une longue durée. Pour vous, c'est quand même une bonne idée. Il a quand même testé quelque chose de bon parce que les routes de dessert agricole sont très 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 importantes en RDC. D'abord, le point qu'il faudra comprendre, ce n'est pas seulement les routes de dessert agricole. On peut stabiliser même les routes en terre à Kinshasa ici. Alors, lui, il est de développement rural. Quel est le vrai problème qu'il faut comprendre ici? Quand je prends par exemple la ville de Kinshasa, il est vrai qu'on a pris un exemple et vouloir stabiliser les sols dans les routes en intérieur. Mais quel est le problème que nous avons par exemple en ville à Kinshasa ici? Il est vrai qu'il y a des routes à l'intérieur qui sont à Kinshasa aussi. Quand tu prends la ville de Kinshasa, nous sommes 15 millions d'habitants. Sur 15 millions d'habitants, nous avons 15 000, on a besoin de 15 000 km de routes asphaltées. Ici à Kinshasa. Parce que les gens ne comprennent pourquoi il y a de l'embouteillage. Parce que vous avez parlé d'arranger les routes. Nous avons 15 millions d'habitants. Techniquement, il faut 15 000 km de routes asphaltées. Mais nous avons combien? Nous n'avons que 800. 800 km. Sur 15 000 de demandes, nous n'avons que 800 km asphaltés de toute la ville. Voilà pourquoi l'absence des routes fait en sorte que vous avez de l'embouteillage. Et le problème des sautes-moutons, qui est une belle initiative, qu'est-ce qu'on appelle les sautes-moutons en fait? Les sautes-moutons ne sont qu'un pont à hauteur. C'est pour résoudre... Est-ce que c'était primordial, vous qui venez de l'Europe, vous qui sillonnez l'Europe francophone, est-ce que c'était vraiment primordial ici à Kinshasa de faire des sautes de moutons au lieu de faire les routes secondaires? Parce que sur 800 000, sur 15 000 km, on n'a que 800. Et pourtant, il y a plein de routes secondaires à réaliser. Sur les plans techniques, par rapport au projet multimodal, pour développer les systèmes de réseau des transports dans les réseaux routiers congolais, les sautes-moutons n'étaient pas appropriés. Ça n'a rien à voir avec la politique. Techniquement, n'était pas approprié. Alors, parce que le saute-mouton résout quel problème? Exactement, c'est ça que les gens se posent. C'est une bonne initiative seulement à courte durée. À courte durée, ça résout quel problème?
en défaut de construire, élargir le réseau routier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu résoudre le problème des conflits de circulation dans les carrefours. Mais là, ils ont posé... Ça résout seulement un problème. Un problème de résoudre le... C'est utile dans les carrefours. Dans les carrefours. Mais quand on voit par exemple sur le boulevard... Pour terminer, dans les carrefours, résoudre dans les carrefours les conflits de circulation. Et là, je crois qu'à très court terme, c'est un bon projet. À très court terme, c'est un bon projet pour résoudre... parce que le problème qu'il y a dans les routes secondaires, ça devait demander beaucoup d'études, beaucoup de temps. Et je pense que le président, en acceptant cette proposition, je crois qu'il a voulu frapper les Congolais pour résoudre les problèmes de circulation. Aujourd'hui, c'est une épine dans son pied. Hein, mais moi, j'étais le premier Congolais à dénoncer. Moi, j'étais le premier Congolais à dénoncer. Ça doit réussir parce qu'il ne peut plus arrêter ses projets. Sinon, ça sera un espoir déçu. Il doit réussir. Heureusement qu'il a levé l'option qu'il y a un programme au gouvernement, que l'argent a été détourné. Alors, on est en train d'arrêter des gens, mais on est en train de construire également. Parce qu'un autre élément aussi qui engage Vital Kamerhe dans les 100 jours, vous savez que tous les projets de 100 jours, les écoles, les hôpitaux, les routes et tous les projets de 100 jours n'ont pas été adoptés au programme du gouvernement, ne sont pas dans le budget du gouvernement. Donc, aucun ministre ne peut répondre parce que le saut-moto ne marchait pas. Parce qu'on a pris tous ces projets-là, on a mis dans la rubrique dépenses à la présidence. Donc c'est Vital Kamerhe qui ordonne toutes les dépenses-là, de tous les projets de ce qu'on arrête là. Aucun ministre ne peut répondre à ça. Alors, et dans ça, vous n'allez pas dire qu'on ne peut pas auditionner, que ce soit un contrôle parlementaire ou l'enquête judiciaire. Ok, nous allons terminer, mesdames et messieurs, la 10e rue, à l'UDPS. Vous avez suivi les troubles qui se sont passés. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le parti du Grand Sphinx aujourd'hui? Beaucoup se disent que l'UDPS est en train de mourir de sa belle mort. Aujourd'hui, nous avons suivi les hauts cadres, certains hauts cadres qui exigeraient, et qui ont donné d'ailleurs 48 heures à M. C'était 72 heures. 72 heures à Marc Kabound pour qu'il puisse quitter la tête de l'UDPS. Et on a encore ouï dire qu'il a menti au Sphinx de Limité, qui ne s'appellerait pas Marc Kabound, mais Marc Kaboundi ou Kabunda, qui ne serait pas originaire du Katanga, mais du Kassai. Il y a aujourd'hui des secrets d'alcôve qui sont en train de sortir dans ce grand parti. Est-ce que le chef de l'État, beaucoup disent que le chef de l'État doit y mettre du sien pour arrêter un peu cette hémorragie au sein de ces grands partis? Nous allons poser la question à Franck Diongo, qui était très très proche aussi de l'UDPS. C'est une matinée troublée devant le temple du peuple d'abord, au cœur de la commune de Limité, entre 10e et 12e rue. Les combattants en colère veulent obtenir de l'actuel secrétaire général des informations claires concernant leur plausible intégration au sein de différents services de l'État. Nombreux sont ceux qui accusent le leadership actuel de l'UDPS d'être gourmand. Comment n'a pas mandataire bango mais liste c'est qu'il y a 150 personnes. Comment ni liste c'est qu'il y a ba ibi so mama na lobi ke ezana eloko moko mai ninga na kasant ke basi bango te. Mai elingani à partir à 7e match likolo. Lelo tozi pouvoir, il va biso pe tozoa. Misala Kabuya komi kekenda kozoa ba frère ya bango ya Shekina ya église Abraham na ba église na ba ndeko na bango na ba beau frère na ba frère basali liste batini na présidence ba voyager baké na Israël biso lito to bundaki na lito biso to bundaki lelo tobimi ba perdant. Face à cette pile d'accusations, le vice-président de la Ligue de jeunes du parti, Amissi Makutano, croit à un arrangement à l'amiable avant d'insinuer que les manifestants ne sont pas suffisamment informés. Ça, ce n'est pas un dérangement, mais ça, c'est une expression de la démocratie. Il y a certains qui sous-entendent que ce n'est pas dans le bon, ils ne sont pas servis, tel ou tel. Je crois que nous devons demander dans tout le bord, n'est-ce pas, qui compose les partis UDPS, de faire un profil bas. Ce n'est pas par la violence qu'on peut régler nos différends. Mais nous avons eu la grâce de toucher le sommet, n'est-ce pas, par rapport à la communication. Et on a compris que c'était une pire instrumentalisation par rapport à la communication. Vous savez, vous êtes quelqu'un des informations. Quand quelqu'un n'a pas l'information,
il peut tout simplement croire à tout ce qui est rencontré. Quelques cas d'arrestation ont été signalés dans la matinée et quelques motos perquisitionnées. La libération des combattants arrêtés, de même que leur moto, est intervenue plus tard. Franck Diongo, vous avez été très proche de l'UDPS. Et aujourd'hui, beaucoup se disent que l'UDPS, ça ne va pas. L'UDPS, ce n'est plus l'UDPS de Papa Mbouakiem, de Papa Liaou, Papa Kibasa, c'est plus le même UDPS. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment sauver ce parti? Vous avez vu comment ces jeunes-là se plaignent, qu'ils ont lutté, mais qui se sentent délaissés, qui se sentent rejetés, que Marc Kabound privilégie ses frères, ses sœurs, et se sentent vraiment mis à l'écart. Comment sauver ce parti? Est-ce que le président doit s'impliquer dans la gestion, une fois de plus, de ce parti? Est-ce que c'est un fait moi, je pense qu'il faudra inviter un membre de l'UDPS pour vous donner beaucoup plus de détails. Il est vrai que moi, je suis le disciple de Tshisekedi le Père. J'étais le compagnon de Tshisekedi le Père, je circule avec lui, j'ai mangé avec lui. Je peux vous dire que je suis le seul opposant à avoir rencontré avec Tshisekedi le Père, plus de quel chef d'État en fonction. Et je suis vraiment la personne qui a bénéficié des enseignements aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Étienne Tshisekedi serait content de son parti? Reposons cela autrement. Alors c'est ce que je serait content de son parti aujourd'hui. D'abord, par rapport à l'expression démocratique, au pluralisme d'opinion, à la prise en charge de la base. C'est ça ce que Tshisekedi veut, par rapport à la réaction de la base. Mais par rapport à la manière dont le parti est dirigé, les vrais problèmes qu'il faut noter, sans entrer dans les détails, c'est le respect de texte. Il y a deux courants aujourd'hui. Il y a un courant que vous avez vu, Jekme Chabani, le professeur Chulumbu, le professeur Mbata, Peter Kazadi, Sylvain Mutombo, donc le ministre de la Défense. Donc, il y a un courant qui pense que non, il faut revenir à la légalité, au respect du texte, parce que c'est ça le tshisekédisme, sur le respect du texte. Et notre courant qui est là, qui dirige, qui gère dans les autres contextes les décisions. Parce que les vrais problèmes qui a débordé, c'est quoi? C'est le fait qu'on chasse, on humilie Jacques Chabani, qui était le président de CEP, comme de la CENI de l'UDPS. Alors, donc, les vrais problèmes, il faut que l'UDPS se réparte au Congrès. Il faut les aider, il faut les aider et d'aller vite au Congrès pour qu'ils puissent résoudre les problèmes des dirigeants. Parce qu'en fait, les vrais problèmes aussi aujourd'hui, c'est que l'UDPS ne prive, les statuts de l'UDPS ne privent pas un parti, un président intérimaire. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui on dissout, si par exemple le président dissout le Parlement, l'UDPS n'ira pas aux élections dans 60 jours parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui va signer pour engager les listes de candidatures. Parce qu'ils n'ont pas un président statutaire, ils n'ont pas une autorité statutaire qui peut engager les partis. Nous allons terminer. Il faut les aider en fait de revenir dans la légalité, dans le respect de texte. Pour avoir les détails, il faut les appeler un membre de l'UDPS. J'ai un analyste, enfin un analyste politique avec moi. On m'a soufflé à l'oreille de vous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire qui est en train d'utiliser Marc Kabound? Parce qu'on me dit que Marc Kabound est en train de torpiller l'UDPS de l'intérieur et qu'à la fin, il pourrait créer son propre parti. Bon, moi je n'entre pas, je ne parle pas sur les individus. Je ne parle pas sur les individus. Avec tout le respect que je vous dois, il m'est difficile de répondre sur. C'est une question qui m'a été soufflée pour vous poser cette question. En tant qu'analyste politique. Mais les gens pensent. Mais vous ne pensez pas que l'UDPS, d'une façon générale, est torpillé de l'intérieur? Une façon de faire exploser ce grand parti? Tout le fait qu'on s'écarte du respect du texte, par principe, ça affaiblit l'UDPS. Et puis, c'est le parti présidentiel. On ne peut pas avoir un parti du président de la République qui est dans l'ébullition. On ne peut pas, par exemple, ce que je n'acceptais pas, ce que je n'ai pas, j'étais à l'extérieur, je ne pouvais pas accepter que résoudre le problème de l'UDPS, on appelle la police avec des gaz et des militaires. Il y avait des blessés. Non, là, on a vu des blessés. C'est quand on était en face d'un régime de dictature. Mais je crois que les dirigeants de l'UDPS, tout le monde des deux côtés, chacun doit revoir
Tshisekedi s'il était en vie. Et c'est comme ça. Il ne faut pas tuer Tshisekedi pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Merci. Et j'invite le président de la République, lui qui ne peut plus s'occuper des questions politiques, mais c'est son parti, qu'il facilite la convocation en urgence d'un congrès pour mettre en terme ces problèmes. Et puis deuxième élément aussi, nous sommes des partis où des gens qui ont souffert, des gens sont morts. La base de l'UDPS doit bénéficier de la prise du pouvoir de l'UDPS. Ça ne peut pas être une affaire de clientélisme ou une affaire de famille biologique. Exactement. Quand vous prenez le cas de parti de Franck Diongo, prenons MLP par exemple. Lorsque je fais la prison, on arrête 50 personnes avec Franck Diongo. 35 sont portés disparus. 15 personnes vont faire la prison avec moi. Lorsque le 19 septembre, dans la marche, on tue 12 personnes, le parti est bombardé. Franck Diongo n'a pas la liberté d'agir comme il veut par rapport au MLP parce qu'il y a des morts, c'est un parti martyr. Okay. Je pense qu'on doit tenir compte que non, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'UDPS. Il y a des gens dont j'ai une image où les gens, j'ai vu un jeune dont les mains sont coupées. Pas la main, pas les gaz, pas des gaz, pas des bombes, ainsi de suite, à l'UDPS. Donc, il faut qu'on tienne compte que c'est un parti martyr et que tous ceux qui ont la responsabilité derrière l'UDPS, qui est l'équité, la justice, pour calmer en fait tous ces combattants dont on ne peut pas ignorer leur engagement. Merci donc Franck Diongo d'être passé à la barre. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi, vous avez demandé Franck Diongo. Voilà, il a répondu à vos questions. Merci à toute l'équipe technique. Bonne fête pour toutes les femmes. Nous sommes au mois de mars, mois de la femme. Bonne fête aussi. Hein? Bonne fête aussi. Nous allons recevoir une dame peut-être avant la fin du mois pour parler un peu de ce mois. Et merci à vous tous. Hashtag Moisi à Congo. Nous sommes les femmes de ce grand pays. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.